souhaite la bienvenue à cette activité, ce lancement, dans le fond, d'un fascicule de recherche qui présente les résultats du soutien communautaire, des retombées de l'entente spécifique en soutien communautaire pour TED for Minds. Je me présente, Céline Bernier, je coordonne l'entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et communautaire pour Chaudière-Appalaches. Une entente qui arrive à sa fin, on termine le 31 mars. Donc, à ce moment-ci, on est en mesure de vous présenter des résultats, des retombées concrètes. Toute l'information provient d'une équipe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est très intéressant d'avoir un regard scientifique sur les résultats qu'on a produits avec notre projet. La première entente 2009-2011 avait pour but d'estimer les retombées sur la concertation, l'accessibilité et la prestation de services qui sont offerts et formuler des recommandations pour la suite du soutien communautaire en logement social. Les résultats de l'évaluation ont montré que l'entente a joué un rôle de stimulant pour les partenariats et les collaborations dans la région. Au cours de ces 3 années, cette concertation était dans un contexte favorable, c'est-à-dire qu'on parlait de développement des communautés et des réseaux locaux de services, ce qui a permis la réalisation de nombreuses activités en HLM. Et les différents acteurs sont de plus en plus motivés à poursuivre dans cette façon de travailler-là. La deuxième entente, 2013-2016 ou 2012-2015, avait pour objet une approche individualisée et collective, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vulnérables en logement social et communautaire, ainsi que le soutien au développement des communautés dans la région Chaudière-Appalaches. Une particularité très appréciée sur notre territoire est l'addition d'une travailleuse de proximité qui fait des approches d'intervention auprès des personnes ou des groupes dans leur milieu naturel, exemple dans leur logement ou dans des espaces marginaux où peu de personnes vont ou qui sont difficilement accessibles. Dans cette entente, ce travail vise à mieux rejoindre en priorité les jeunes et les familles qui habitent un logement social et communautaire, établir des relations de confiance et les accompagner vers une meilleure participation sociale. Cette entente a également conduit à des projets individuels ou collectifs, par exemple l'accueil avec nos intervenants communautaires des nouveaux locataires en HLM, le comité Carré Famille Saint-Maurice, les jardins collectifs, les référencements des locataires vers les ressources du milieu. En tout cas, il y a une pléiade d'activités qui ont été mises sur pied durant ces 3 années-là. Ces ententes rejoignent une des grandes préoccupations de l'Office, améliorer la qualité de vie de nos locataires, en les appuyant dans leur pouvoir d'agir et leur participation citoyenne. Les retombées qui vous seront présentées sont le fruit d'une collaboration étroite et soutenue avec plusieurs partenaires du milieu. Je ne les nommerai pas toutes, vous les connaissez en grande partie. Ces organismes ont non seulement animé une foule d'activités, ils ont travaillé en ayant le souci constant d'impliquer les locataires et de faire rayonner les activités dans la communauté. C'est sûr que nos locataires ont du potentiel et avec un peu d'aide pour s'organiser ou trouver les bonnes ressources, ils peuvent devenir des leaders positifs dans leur milieu. Finalement, ce que nous apprend l'expérience que nous avons vécue à l'Office, c'est qu'il est possible d'unir nos pratiques, de consolider l'expérience et d'agir plus rapidement dans le temps avec un moins grand nombre d'interventions. Il est donc essentiel que pour l'Office de conserver ses ressources pour notre territoire afin de nous permettre d'être actifs en soutien communautaire et en logement social. Je vais y aller quand même assez rapidement pour vous parler de façon assez globale de l'entente spécifique, certaines retombées, mais à quoi on a pensé quand on a construit ce projet-là. On parle dans l'entente d'une approche individualisée et collective qui vise l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent en logement social et communautaire. Donc, on parle des OMH, bien sûr, mais dans cette deuxième entente, on a ajouté aussi les coopératives et les OBNL d'habitation qui peuvent recevoir des services de soutien communautaire. Et on a voulu élargir un peu en faisant une approche en soutien des communautés. Alors, ce sont des équipes en soutien communautaire qu'on a formées en alliant différents professionnels
pour travailler, oui, par rapport aux besoins individuels des gens, les amener vers les bonnes ressources pour des besoins qui sont d'ordre plus personnel, mais il y avait aussi toute la question des besoins qui sont partagés par un ensemble de locataires d'un même milieu. Et c'est là que le volet collectif s'est actualisé en faisant tout d'abord, à partir de 2008, oui, du soutien pour les gens, les locataires qui voulaient se regrouper, se mettre en action pour résoudre des situations ou être porteurs de projets dynamisants pour leur milieu. Et dans cette entente-ci, le fait de continuer à travailler au niveau du volet collectif, mais l'amener à l'échelle du développement des communautés, c'est qu'on a ouvert les milieux d'habitation sont devenus des milieux plus ouverts où on invite la population à participer à des événements, des activités qui sont initiées par les locataires. Donc, quand M. Turcot disait qu'ils peuvent devenir des leaders positifs, bien, c'est un bon exemple. Les locataires se réunissent, se mobilisent, pensent à des projets et font rayonner ça dans leur milieu. Dans les milieux ruraux, notamment, ça a son importance parce que c'est comme ça un petit établissement peut quand même avoir une portée plus large sur des citoyens qui peuvent aussi bénéficier des initiatives qui sont issues des locataires. Et ça amène ce covoisinage plus grand, également les locataires à être plus disposés à aussi participer à différentes choses qui sont offertes dans le milieu. Donc, c'est vraiment un aller et retour des personnes qui peuvent exercer une pleine citoyenneté en initiant des choses, mais aussi en étant plus présentes dans leur milieu. Je ne vous énumérerai pas tous les objectifs de l'entente. Il y en a 8 objectifs, un moyen. On a proposé aux gens de créer des équipes locales élargies, c'est-à-dire des partenaires locaux qui s'intéressent à ce qui se passe, aux personnes qui vivent dans les milieux d'habitation sociale et communautaire et qui, à partir de l'expression de leurs besoins, les accompagnent dans la mise en place de projets ou d'activités collectives. Et pour appuyer tout ça, bien, il y a une mesure de soutien financier pour ces concertations locales qui ont donné des moyens de concrétiser les idées qui étaient issues du milieu. Donc, à partir c'est l'essentiel de ces projets-là qui ont été étudiés par l'Université de Sherbrooke. Ça fait partie des retombées dans des milieux. Il y en a 3 qui ont été ciblés, un milieu urbain, Lévis, semi-urbain, Thetford Mines, et rural, Robert Clich. Donc, c'est les résultats que les chercheurs viennent nous présenter aujourd'hui. À l'échelle de la région, 7 équipes locales élargies ont déposé 9 projets, du soutien financier pour l'ensemble de ces projets-là qui est de l'ordre de 41 300 $. Donc, ce n'est pas énorme, mais ce que ça a généré, par exemple, les gens, ils font des merveilles avec quelques milliers de dollars. Puis quand, je ne vous l'ai pas indiqué là, mais je compilais également, il y a des contributions du milieu souvent. Ce n'était pas nécessaire. Hein? On ne demandait pas qu'il y ait une part du milieu pour obtenir un projet. On pouvait financer à 100 %. Mais il y en a eu et ça vient presque tripler ce montant-là. Donc, ça a vraiment un effet mobilisateur sur l'ensemble d'un partenariat local. Les intervenants aussi de tout ordre ont compilé leurs interventions et on a plus de 8 345 interventions qui sont d'ordre plus personnel, comme je vous disais, des besoins que les gens ont pour avoir un peu d'accompagnement individualisé ou être référés aussi. On réfère beaucoup vers les ressources institutionnelles et communautaires. Mais il y a aussi 4 625 interventions qui sont d'ordre de soutien aux actions collectives. Et quand on parle de développement des collectivités, l'approche qu'on voulait mettre en place, bien, on voit que dans les actions collectives qui ont été soutenues, 72 % sont ouvertes à la communauté. Donc, déjà, c'est des bonnes indications qu'on a réussi à ouvrir les milieux d'habitation vers la communauté.
Ici, c'est des petites statistiques sur le profil des locataires qui ont été rejoints. Dans la première entente, on voulait rejoindre davantage les milieux familles. On l'avait fait un peu, mais pas à la hauteur des attentes qu'on avait, mais des besoins aussi qu'on pouvait percevoir dans ces milieux-là. D'où l'ajout des travailleurs de proximité dans la présente entente qui ont fait vraiment toute une différence pour rejoindre les jeunes et les familles. Ça le fait tout un revirement parce que ce qu'on voit là, c'est que les 35 ans et moins sont rejoints à 80 % par les interventions, alors que c'était presque l'inverse dans la première entente. Pas qu'il n'y a pas de besoin au milieu des aînés, mais c'est différent comme type d'intervention. Et le travail de proximité a définitivement porté ses fruits pour rejoindre les jeunes et les familles. Le partenariat s'est nettement développé. On a connu, je pense, à l'échelle régionale et locale, un trésor de connaissances les uns des autres et pour améliorer notre capacité de travailler ensemble. Je pense que c'est une retombée aussi importante de l'entente. Le projet que l'on a réalisé ici en Chaudière-Appalaches s'inscrit dans un ensemble plus large, c'est-à-dire c'était une recherche partenariale qui était financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, peut-être tout simplement vous mentionner quelques autres réalisations qu'on a faites dans le cadre de cette recherche partenariale-là. Entre autres, on a travaillé avec l'Office municipal de Montréal pour réaliser avec les locataires un portrait de l'évolution des pratiques au niveau du comité consultatif des résidents. On a aussi travaillé avec des locataires et différentes parties prenantes dans un HLM à Rosemont. On a aussi participé à la réalisation d'une vidéo de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières qui a donné la parole à des locataires. Et il y a d'autres collègues comme Jeannie Houle et d'autres collègues professeurs comme Jeannie Houle et Fabienne Lagueux qui ont travaillé avec des locataires pour réaliser une recherche participative en milieu famille à Montréal et à Saint-Hyacinthe. Finalement, il y a deux activités provinciales, nationales qu'on a tenues. Une activité qui a eu lieu en 2013, qui est un forum sur l'évolution de la recherche, les perspectives de recherche en milieu HLM, où les différentes parties prenantes, dont évidemment les locataires, ont participé. Et finalement, l'été dernier, on a réalisé pour la première fois au Québec un colloque qui a donné la voix aux paroles, qui a donné la voix, pardon, aux locataires en milieu HLM, qui avait été organisé avec la Fédération des locataires en milieu HLM. Et donc, là, la quasi-totalité des présentations étaient faites par des locataires. Les locataires ont écrit des textes. Et là, nous, on est en train de finaliser d'autres textes. On va produire un livre qui va être publié aux Presses Universités du Québec, là, on espère bien, l'automne prochain. Alors, au départ, ce que les gens, puis là, je dis avant l'entente, ce qu'on disait, c'est que dans des milieux particuliers, comme les milieux logement-famille, c'était un peu plus difficile. Il y avait beaucoup de chiolage, c'est ce que les gens nous ont dit, et que certains logements avaient une mauvaise réputation. Malgré ça, là, je vois de façon générale. Malgré ça, ce qu'on nommait, c'est que là où étaient les offices, dans les quartiers où ils étaient, il n'y avait pas de problème particulier dans les quartiers, puis que les locataires dans les logements se sentaient en sécurité. Il y a des locataires qui nous ont dit qu'ils vivaient, ils appréciaient le logement, que c'était tout beau, c'était neuf, c'était propre, c'était bien isolé. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il vivait dans un environnement merveilleux, puis il ne pensait pas qu'il aurait pu trouver mieux ailleurs. Par ailleurs, il y a des locataires qui déploraient, entre autres, la réglementation de l'Office qui interdisait des balançoires, des trampolines pour sauter pour les enfants, en disant, mais comment tu veux que les enfants ils s'amusent quand on est loin d'un endroit, d'un parc, par exemple, si on ne peut pas avoir ces choses-là sur le terrain. Aussi, il y a des locataires qui disaient, bien, on est chez nous, mais on n'est pas vraiment chez nous. On ne peut pas s'organiser comme on veut à l'intérieur de nos logements. Pour ce qui est et comme dans les autres régions, les locataires nous ont dit qu'ils étaient victimes de préjugés. Il y a des locataires qui nous ont dit qu'ils entendaient ça des gens autour en disant « tu n'as pas besoin d'avoir un beau logement comme ça ». Encore, quelqu'un disait les gens, ils pensent tous qu'on est des malades mentaux ». Puis que les enfants à l'école sont aussi sujets à ce type de préjugés-là. Au niveau du vivre ensemble, ce qu'on nous a dit, les gens qu'on a rencontrés, c'est que les locataires, le vivre ensemble était affecté par l'insonorisation à l'intérieur des immeubles. Il y a des locataires qui faisaient plus de bruit, qui ne portaient pas attention. Les gens faisaient des plaintes rapidement à l'office, sans parler avant au locataire pour lui dire, ben, peux-tu baisser le son? Alors, il y avait quelque chose, ça créait de la méfiance. Les gens étaient conscients de ça.
Un autre élément, puis des locataires nous ont dit, bien, ça serait le fun si on arrivait à s'entraider plutôt que chialer. Ben, on parlait du climat. Alors, bien que dans certaines familles, on se tienne ensemble, qu'il y ait un réseau d'entraide, on se supporte, soit pour le transport, de façon générale, il y a plusieurs locataires qui ne voulaient pas s'impliquer ils ne voulaient pas participer à ce type d'entraide-là. Les relations sociales entre les locataires des différents immeubles, on les trouvait faibles. Particulièrement, des fois, c'est parce que c'était loin d'un logement à l'autre. Puis des fois, c'est à cause des profils. Mais on disait qu'entre les personnes âgées puis les milieux familles, c'était pas si simple que ça. Entre les arrondissements non plus, entre Thetford et Black Lake, c'est ça, que les relations n'étaient pas si bonnes que ça. Il y a un intervenant qui a nuancé en disant, bien, c'est pas pire que dans les milieux privés. Dans les milieux privés, tu ne parles pas nécessairement à ton voisin. Tu lui dis allô, mais tu n'as pas nécessairement envie de parler avec lui. Au niveau de la participation des locataires, avant l'entente, on disait aussi qu'elle était plutôt faible ici à Thetford. Puis les raisons évoquées, c'est que des fois, c'était des raisons financières. Ça coûtait cher pour les sports ou certaines activités, puis qu'ils étaient moins intéressés à participer, ça avait un effet. La gêne, le manque de volonté des locataires, puis aussi l'absence de points de rassemblement à l'intérieur des offices qui faisait qu'on n'avait pas beaucoup l'occasion de se rencontrer. Certains, malgré tout ça, il y a des locataires qui ont participé à des activités, qui ont fait du bénévolat. Tu sais, il y en a qui ont dit on le fait pareil, même si, mais c'est pas la grande participation. Des intervenants nous ont dit qu'ils pensaient que les locataires n'étaient pas suffisamment consultés, puis on n'encourageait pas leur initiative, puis des fois, on faisait des activités qui ne répondaient pas à leurs besoins. Selon plusieurs résidents, plusieurs intervenants, ce qu'on disait à ce moment-là, c'est la vie associative à Thetford. Avant l'entente, elle n'était pas très grande. On trouvait même que le CCR ne faisait pas son travail. Le CCR, c'est le comité consultatif des locataires. Son travail, on trouvait qu'il faisait plus de l'activité sociale plutôt que porter des dossiers. Habituellement, selon la loi, c'est lui qui devrait défendre des dossiers sur la qualité, sur l'entretien, sur les règlements des immeubles, sur les choix budgétaires de l'Office. Habituellement, c'est ça que ça fait, un CCR. C'est pour ça que ça a été créé, mais qu'on ne faisait pas nécessairement ça. Avant la fin de la deuxième entente, puis pendant toute l'histoire de l'Office, les locataires n'avaient jamais réussi à créer une association. Vous allez voir tantôt que c'est un succès de l'entente. Au niveau du réseau des communications, M. Turcotte a dit tantôt qu'il y avait eu une première entente, puis il y avait eu des démarches. Ce que les gens nous ont dit, c'est qu'on avait, comment je dirais ça, c'est que les concertations à ce moment-là étaient pas, il y avait eu une deuxième entente, mais il n'y avait pas eu un porteur de la deuxième entente, de sorte que les collaborations entre les locataires n'avaient pas été si importantes que ça. On avait l'impression qu'on commençait à zéro lorsque ça commençait à recréer, peut-être qu'il y en avait eu avec certains, mais avec tout l'ensemble. Il y a quelqu'un qui nous a dit par ailleurs que la concertation, c'était une force naturelle dans la MRC des Appalaches, parce qu'il y avait une équipe jeunesse, une équipe santé mentale, une équipe toxico, mais que les relations entre les organismes communautaires et le réseau de la santé n'étaient pas si bonnes que ça. On parle de deux solitudes. L'autre élément, c'est au niveau de la communication avec l'Office. Les locataires nous ont dit qu'ils avaient de la misère avec l'Office, qu'ils trouvaient qu'il n'était pas accessible. Ils ont dit, des fois, on a l'impression qu'ils sont loin, 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 loin. Puis que des fois, c'est difficile, ils aimeraient d'avoir accès au procès-verbal des réunions du CA, de connaître un peu les budgets, mais qu'il y avait de la misère à avoir accès à cette information-là. Ce qui a été mis en place comme mécanisme, puis là, je vais détailler, je ne vais pas toutes les nommer, mais je vais en nommer. Initialement, c'est le réseau de la santé qui a pris en charge. Puis la première démarche, elle a libéré un organisateur communautaire à peu près une journée par semaine, qu'on lui a demandé de faire un portrait de la réalité à Thetford au niveau des HLM et également au niveau des locataires de la région. Ce portrait-là, ça a permis, après ça, de déterminer c'est quoi les besoins, d'aller chercher les acteurs pour travailler au niveau de ces besoins-là, puis de préparer, d'arriver à identifier des objectifs. Puis le réseau, c'est lui qui a regroupé les partenaires, puis ensuite, il y a eu la mise en place de l'ELE, l'équipe locale élargie, je vais l'appeler comme ça ensuite. Après la formation de l'ELE, il y a eu des focus groups qui ont été faits par l'organisateur communautaire. On a fait ça avec les locataires HLM aînés et avec les familles, puis d'essayer de voir un peu c'était quoi les besoins à l'intérieur du milieu. Il y a eu un comité de travail qui a été formé de l'OC, de l'organisateur communautaire, le travailleur de proximité, l'éducateur du CIUS, un travailleur social, une technicienne de location du Thetford, et ça a été formé pour se rapprocher un peu, de répondre plus rapidement aux besoins.
À l'été dernier, l'OC a travaillé beaucoup à aider les locataires à participer à la création d'une association. Ça a été comme un moment important, là, même elle a dépassé ses heures de travail pour travailler là-dedans, pour qu'ils se constituent en association. Et les locataires ont aussi travaillé fort là-dedans. Puis ils étaient très stratégiques, là. Par exemple, quand il y avait un intervenant qui venait, il demandait « Je peux-tu avoir un 15 minutes pour en parler? » Ils ont mis une page Facebook aussi pour informer sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de développer. Ils allaient aux activités qui étaient organisées par l'entente, puis ils faisaient un peu la promotion de l'association. Ils ont participé à un forum avec la Fédération des locataires, puis ça les a stimulés. Le président de la Fédération est venu les rencontrer également. Alors, ils ont fait plusieurs démarches pour y arriver. Alors, les résultats, c'est clair que l'entente a permis le coup d'envoi au niveau de la participation des locataires. Ce que les gens ils disent, ça n'a pas tout changé, c'est pas parfait, mais on participe plus, on organise plus nos activités nous-mêmes, en tout cas, puis ça, c'est intéressant. L'entente aussi, elle a permis d'amener les locataires de Thetford à un niveau régional, de participer. Il y en a deux locataires qui ont travaillé à l'organisation du grand rassemblement qui a eu lieu cet automne. Ils ont travaillé également, pendant ce déplacement-là, il y avait des discussions entre les locataires et les intervenants. Alors, on dit initialement, puis les locataires qui ont participé, ils en ont parlé, ça a motivé. On dit qu'il y a 7 locataires ensuite qui ont été présents à la rencontre préparatoire et 10 locataires qui étaient présents au grand rassemblement. Il y a eu des rencontres également avec les associations à l'intérieur, à l'extérieur de Thetford. Ça a été comme plaisant, ça a été vécu comme un succès également. Puis on dit qu'à peine après 2 mois, parce que l'objectif des locataires, l'association des locataires, les gens sont contents. Il y a eu 30 personnes qui ont participé lors de la fondation, 12 personnes ont été élues membres du CA. Et ils ont déjà des projets, ils ont déjà des idées, par exemple. Ils veulent réduire le placotage. On l'a dit tantôt que le Mont-Nichiolais, c'est un objectif pour améliorer le climat. Ils voudraient créer des activités qui seraient mobilisantes. Puis ça a été influencé dans le rapport avec Robert Clich, ça les a stimulés, des types de projets qu'ils pourraient faire. Ils veulent améliorer la collaboration avec l'Office. Ils veulent continuer à défendre leurs droits. Alors, il y a une fierté par rapport à cette réalité-là. Au niveau du vivre ensemble, comme j'ai dit tantôt, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On dit que les relations sociales sont meilleures. On dit aussi que la présence des intervenants, ça a évité des problèmes psychiatriques qui auraient pu se passer, alors ça a créé le climat. Il y a même une intervention d'un intervenant qui a intervenu auprès des locataires qui se chicanaient, puis ça a réduit. Après ça, les gens se parlent plus gentiment. Alors, il y a eu des retombées à ce niveau-là. Puis on dit aussi, en sortant des immeubles, c'est sûr que ça a eu un effet bénéfique pour les locataires. La participation au grand rassemblement a été nommée comme quelque chose de bien important pour les gens. Il y a des gens qui ont participé, puis des gens qui ont dit « Moi, je ne sortais jamais, je ne me sentais rien, mais ça me suis sentie fière, j'ai été récompensée, puis j'ai envie que ça continue, ça m'a fait grandir, puis je veux continuer à grandir. » Alors, le fait d'être exposé, d'entendre, de participer, de prendre la parole, ça a été vécu avec beaucoup de fierté. Un autre élément, c'est que ça a permis aux gens d'être mis au courant des ressources. Ça, on a réussi, c'était ça qui était l'objectif, et ça a marché. Les gens ont dit « Moi, d'avoir participé, je sais maintenant c'est quoi les services que j'ai accès au niveau du CSSS, ou maintenant on dit le réseau CIUS Santé, je suis plus au courant, on est beaucoup plus informé au niveau des ressources. Et c'est clair qu'à ce niveau-là, l'intervenant de proximité et les autres intervenants ont eu un effet important d'informer, de les inviter, le réseau d'entraide aussi qui les invitait à participer, qui les référait à des activités. On dit même qu'il y a des personnes qui, avant, ils ont retourné travailler, il y en a des personnes qui ont retourné à l'école, autant des adultes que des enfants. Ça a eu cet effet-là. L'impact au niveau des acteurs socio-communautaires, ça aussi, ça a été nommé comme si cette entente-là, cette fois-ci, a eu un ancrage au niveau pour continuer à s'occuper du logement social. On dit, l'idée du soutien social est maintenant ancrée dans le milieu. Les partenaires souhaitent que la table de développement des communautés prenne le relais. On ne peut plus ignorer cette réalité-là. On dit encore qu'il y a encore une différence entre la santé et aussi les organisations communautaires. On a l'impression qu'il y a une hiérarchie qu'il faudrait modifier, là, mais il y a quelque chose qui s'est passé de façon positive.
On dit même que, à l'évaluation de l'ELE, c'est qu'on répond plus rapidement. On a répondu plus rapidement aux besoins puis aux situations qui auraient pu dégénérer. On dit l'Office de Thetford a observé qu'il y avait une diminution des situations d'urgence à traiter. Puis un locataire a dit, j'ai l'impression qu'ils travaillent mieux ensemble. Et ça s'est fait parce qu'on a travaillé ensemble à créer des projets, pas à s'ostiner, mais peut-être à s'ostiner, mais à s'entendre sur, OK, comment on va travailler, comment on va faire ça. C'est le mécanisme qui a permis qu'on arrive à ça. En termes de défis pour l'avenir, ce que nous autres on dit, c'est que ça va demeurer un défi, ça, la concertation, puis c'est pas juste à Thetford. C'est comme, se concerter, c'est un défi parce que ça veut dire de mettre de l'eau des fois dans son vin, puis des fois donner de la place à quelqu'un qu'on en donnerait moins. Ça va rester. Pour les gens qui vont continuer à porter ce dossier-là du logement social, ça veut dire comment on arrive à rallier à la fois les intervenants qui sont plus cliniques puis les interventions qui sont plus systèmes. Tu sais, ça va rester un défi. Ce qui préoccupe, c'est le fait que c'est maintenant un grand CIUS. Alors, c'est comme, ça, c'est un défi. Comment on va composer? Les gens se disaient, mais comment maintenant, c'est quoi le lien qu'on va avoir avec les intervenants communautaires? Comment on va composer dans ce gros éléphant-là? Ça reste un défi. Et l'autre élément qui s'en vient, c'est les fusions des offices aussi. Comment, dans cette nouvelle fusion-là aussi, on va arriver à se parler? Si notre communication n'était pas bonne, maintenant, comment on va devenir dans la grande fusion? Je pense que c'est apprécié parce que ça l'a permis de regrouper des gens qui étaient seuls, ou même des familles qui étaient un peu reculées, qui étaient gênées, qui ne voulaient pas vraiment s'impliquer parce qu'ils avaient peur. Puis ça nous a permis d'aller en chercher, puis de pouvoir voir la force que ça donne autant d'un côté que de l'autre. Parce que autant les familles, le carré famille Saint-Maurice que les locataires d'HLM, qui là sont de plus en plus présents, surtout avec l'atelier de couponing que j'ai donné la semaine passée, ça a renforcé encore plus le lien. Puis je trouve ça extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, puis je suis contente.